See my own stay, feel you. You know it's about feel wild. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. We have a time. This is so endless. Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière de Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour découvrir du contenu juridique de qualité, passer un bon moment et tout ça à la cool dans un esprit léger. Alors, je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis fondateur d'une Legal Tech qui s'appelle Leeway, qui aide les juristes à réduire le temps passé sur la gestion des contrats pour passer plus de temps sur des sujets à forte valeur ajoutée, sur des sujets stratégiques. Et pour mener à bien cette émission, je suis accompagné toujours de mes deux chroniqueurs adorés, qui sont en grande forme aujourd'hui, je vous préviens tout de suite. C'est clair. Audrey Deléris, Pierre Landy, comment ça va? Eh bien, Thibaut Caoudal, très très bien. Très bien, merci. Alors, on est au taquet aujourd'hui, je ne sais pas, il y a quelque chose dans le café. Voilà, mais c'est parce qu'il y a Nadège avec nous aujourd'hui, c'est pour ça. Ah. On a Nadège, effectivement, c'est un honneur, puisque Nadège nous offre la chance de participer à cette dernière émission de la saison 1. Comment ça va, Nadège? Très très bien, moi je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup de m'inviter. C'est avec plaisir. On voulait absolument finir par toi. Pour tout dire, on s'est dit on prend Nadège et après on trouvera le thème parce que ça nous fait plaisir de savoir. Absolument t'avoir avec nous. Ah oui, on va essayer de finir un peu en apothéose cette année un peu particulière. Bon, génial. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui nous est cher, c'est la culture juridique. Toi, tu es passé par différents types de boîtes. Complètement perturbé et il nous présente même plus. Tu as remarqué, Audrey? Ah oui, c'est bon. Tellement perturbé, Thibaut, c'est la dernière. Tu vois, il y a une émotion, on ne présente même plus. Quoi. On y va direct. Il est temps de terminer. Hein. Bon, dites un mot quand même, présentez-vous. Je suis désolé, Audrey, Pierre, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de souci, Thibaut. Rapidement, du coup, on commence à nous connaître un petit peu, mais du coup, donc toujours Audrey Deléris, c'est manager chez Fed Legal et je recrute donc des directeurs juridiques, directeurs fiscaux, juristes fiscalistes depuis 11 ans et notamment donc chez Fed Legal, du coup depuis 10 ans. Et puis voilà, j'accompagne toujours avec autant de plaisir mes clients qui vont de la start-up au groupe du CAC 40 et donc j'ai grand plaisir à tous vous rencontrer en entretien depuis de nombreuses années. Et puis je co-anime avec grand plaisir toujours, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est toujours vrai. Du coup, avec Pierre ici présent, le Fleet Network, French Lawyers in Tech. Du coup, on est près de 250 et on est super content d'animer ça. Voilà, à toi Pierre. Eh bien, merci Audrey. Eh bien, moi, donc Pierre Landy, toujours avocat au Paris. Ça n'a pas changé depuis le début du confinement. Et je vais faire la version courte. Je suis à la fois le cofondateur de l'Alliance Co. Ce sont des avocats, tous ex de Yahoo, qui travaillons en directeur juridique externalisé principalement en Italie, France, Allemagne, UK et Espagne. Et pour ma part, depuis environ un an, maintenant, j'accompagne les directeurs juridiques, les associés de cabinet et les équipes juridiques pour développer leurs soft skills, le leadership, leur savoir-être, tout ce dont on a parlé énormément dans la saison 1 de Club Sandwich. Et bien voilà, je les accompagne pour développer ces talents-là. Voilà, ça y est, ça c'est fait. À toi, Thibaut. C'est bon, on peut commencer. Le mec se présente et passe tout le monde direct. C'est quand même pas mal. Du coup, aujourd'hui, on accueille Nadège Lambers. Nadège qui nous fait le plaisir d'être là. On va parler d'un thème qui est super intéressant, qui est revenu pas mal, celui de la culture juridique. Et donc, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que toi, Nadège, t'es passé à la fois par des startups, par des grands groupes internationaux. Tu vas nous dire tout ça. Est-ce que tu peux donner un peu de contexte, te présenter déjà pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Et déjà, petite parenthèse, désolée pour l'absence totale de fond Legal Club Sandwich. Je ne fais pas honneur à la démarche et à ceux qui m'ont invité. Oui, effectivement, moi, je suis passée par… j'ai eu un parcours un peu varié. Alors, j'ai commencé en tant que conseil en propriété industrielle, en cabinet. Un cabinet qui venait de se créer, qui avait 9-10 mois d'existence et il y avait absolument tout à construire. On n'était que 4 dans une pièce de 30 mètres carrés, un peu l'aventure. Quand j'ai quitté le cabinet, j'ai rejoint un groupe qui était un gros groupe, une branche du groupe Total qui venait d'être cédé à un groupe américain. Le département juridique était parti avec Total. Et là, alors, il y avait à la fois soit tout à construire, soit tout à repenser pour le mettre
un peu on va dire à l'ère de notre nouvel actionnaire. On a été à nouveau cédé et là aussi, nouvelle transformation à accompagner, à réfléchir. Et je suis restée 8 ans jusqu'à rejoindre Drivey, qui est devenu depuis Getaround. Il n'y avait jamais eu de juriste après 10 ans d'existence. Et là, c'était juste tout à construire. Donc, finalement, je me suis dit, c'est un peu le fil rouge. Au début, je n'avais pas tellement fait exprès. Puis maintenant, clairement, c'est quelque chose que j'adore et dans lequel je m'amuse énormément. C'est justement, voilà, que ce soit transformer l'existant, l'adapter ou mettre les pièces de puzzle manquant ou carrément tout construire quand il n'y a rien. D'où ma présence aujourd'hui avec vous sur ce thème. Et donc, ce qui nous intéresse, on aime bien donner, tu vois, des billes, des choses concrètes, tu vois, qui peuvent aider les auditeurs au quotidien. Toi, est-ce que tu as des méthodes un peu à partager sur la création ou la réinvention, hein, il y a vraiment les deux aspects d'un département juridique? Alors oui, plusieurs. Je vais essayer de partager un petit peu mon expérience, mon parcours là-dessus. Alors bon, évidemment, hein, tous juristes, quand vous arrivez dans une entreprise, ça c'est un peu le standard. Vous allez essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce qui existe, comprendre le fonctionnement au global. Ça, c'est un peu voilà, le b.a.-ba. Mais moi, un conseil un peu plus particulier que je donnerais, c'est dans votre mapping, n'hésitez pas, en plus de comprendre qui fait quoi, comment ça s'articule, de pointer tout ce que vous pouvez voir comme risque juridique, point d'amélioration. Faites-vous un doc personnel dans lequel vous allez faire une graduation entre les risques. Alors, il y a plein de moyens. Ça peut être un peu code vert, code orange, code rouge. Et tous les jours, quand vous rencontrez des gens, vous vous faites vos petites notes à vous. Et idéalement en mettant un peu une timeline, enfin une chronologie, en vous disant, alors ça c'est code rouge, je pense que ça va être quand j'aurai fini ce mapping et tout cet audit quand en prise de poste, ça va être un peu ma priorité. Je me dis qu'il faudrait que j'ai attaqué ça dans les 3 mois. Puis il va y avoir des choses, vous pouvez aller jusqu'à vous dire, ça c'est dans 2 ans, ou c'est vraiment le good to have, super good, sans que ce soit majeur. Et là, petit à petit, au fur et à mesure de vos rencontres, vous allez vous faire un peu voilà, cette espèce de plan personnel. Et puis, il va vous servir pour ensuite aussi échanger avec les stakeholders dans la société, principalement les dirigeants, pour leur amener un peu voilà, votre vision de ce que vous avez compris, où vous pensez aller, les vrais points de risque. Et puis, dans cet échange, finalement, où vous allez amener votre vision, ce qui va être super important, c'est que ça va vous permettre en fait de recueillir la leur. Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue dans cette construction d'un département juridique, que ce soit en transformation ou en pure construction. Là, pour moi, c'est vraiment pareil. Même si dans un cas, il y aura peut-être plus de choses à faire, et encore, pas forcément vrai. Et ça va vous permettre, en fait, de comprendre leurs besoins et leurs ambitions et finalement d'ajuster le tir. Oui. En fait, Nadège, ce que j'allais dire, c'est finalement, tu ne te précipites pas à faire des choses tout de suite. Tu prends un peu ton temps, tu fonces pas tête baissée. C'est ça un peu. Complètement. Complètement. Ça, c'est vraiment un truc que je conseillerais beaucoup, assez fort, c'est pas forcément de se lancer dans des changements du tout. Et cette rencontre-là avec les dirigeants, elle est hyper importante. Enfin, là, j'aurais plein d'exemples, mais j'ai eu, par exemple, j'ai entendu, la conformité RGPD, on s'en fiche un peu, c'est pas nous qu'on va venir voir, il va pas se passer grand-chose. Alors, c'est pas pour dire que c'est vrai, ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai, mais là où c'est important, c'est que vous, ça va vous permettre de savoir que si ça paraît comme un risque mineur à vos dirigeants et que vous êtes convaincu que c'en est un gros, ça veut dire que vous allez l'aborder de manière différente. Vous allez être sur un terrain peut-être un peu moins sensible. Et donc, il va falloir éventuellement passer par la porte, par la fenêtre, par d'autres moyens, alors qu'il va y avoir d'autres domaines où vous allez arriver face à quelqu'un qui va être hyper convaincu. Donc, forcément, votre roadmap, vous allez pouvoir la dérouler de manière plus assurée, on va dire. Donc, c'est un mix entre votre audit
pas juste faire une liste de courses. C'est vous arrivez avec quelque chose de chronologique et de gradué, et puis vous allez le confronter à cette vision d'entreprise. Et puis, je rebondis sur ce que disait Pierre, complètement en ligne, on ne se précipite pas. Ça, c'est un peu, c'était un terme qu'on a utilisé avec moi il y a longtemps, c'était la règle des 100 jours. On ne bouge pas d'une oreille. Alors, c'est compliqué parce que souvent, on attend de vous aussi d'arriver et puis de faire plein de choses tout de suite, aussi parce que parfois, on vous a attendu pendant longtemps, parce que soit c'est un petit peu le bazar, soit il y a eu des points de doute, ou voilà. On peut vous attendre assez rapidement sur des résultats. Je pense que c'est important, sauf exception, d'essayer de prendre son temps. J'ai eu un manager, par exemple, qui était arrivé et qui, alors même pas le premier jour d'ailleurs, il était arrivé un peu avant son premier jour pour faire un peu une passation avec l'ancien manager, le directeur juridique. Et avant d'être arrivé, après une journée de réunion, le lendemain, on avait un doc en disant, voilà, on va en réorganiser le département, changer les postes, voilà les listes de templates qui vont être modifiées. Alors, si vous voulez ne pas être accueilli chaleureusement, faites ça, c'est assez mal perçu. Donc, quand on dit 100 jours, c'est évidemment un indicateur, mais c'est assez important. Ok, ouais. Et donc, ce que tu dis aussi, on y touche un peu, c'est que sur le plan humain, il y a tout un aspect. Il n'y a pas que la technique, justement, les templates et les sujets vraiment purs juridiques, mais il y a tout un aspect humain aussi à prendre en compte. Oui, complètement. Voilà, évidemment, c'est comme je disais, rencontrer tout le monde, comprendre ce qu'ils font. Ça, c'est essentiel, mais ça passe aussi par, même si tous les juristes en parlent, ils ont peu de temps, ils sont débordés, mais perdre du temps à prendre du café, montrer un autre visage, déjeuner. Les juristes déjeunent, les juristes prennent même des apéros. C'est pas un temps perdu. Au contraire, en fait, je pense que c'est presque aussi important que toucher à du technique, remplir des Google Docs. Ça, c'est essentiel. Un conseil que je pourrais donner aussi, c'est dans le cadre de vos échanges, notez vos batailles gagnées et perdues. Vous allez avoir forcément des points de résistance, des choses où, par exemple, soit que vous gagnez ou que vous perdiez, hein. Du type, vous avez insisté pour mettre une clause de sortie dans un contrat, on vous a dit mais non, on s'en fiche, avec eux c'est pérenne, il n'y a pas de problème. Vous êtes pour une raison ou pour une autre obligé de céder. Et notez-le parce que peut-être que quelques mois plus tard, effectivement, il y a une tuile, on doit en sortir. C'est pas c'est pas pour mettre le nez de vos interlocuteurs dedans, évidemment. Tout ça, c'est bienveillant, mais bien amené, ça vous permet de dire indirectement, en fait, ces clauses, elles sont super utiles. Et puis, vous aurez effectivement décliqué quelque chose dans la tête de votre interlocuteur là-dessus, et ça fait effet boule de neige. Donc ça, on ne pense pas forcément à les noter, parce qu'après, on se dit, ah mince, c'est vrai qu'on en avait parlé. Des cas concrets, c'est intéressant. Puis, je rajouterai un dernier petit point, c'est penser à parler à vos interlocuteurs en termes de ROI. Alors, les juristes, on n'y pense pas forcément assez. Quand vous mettez en place un doc, c'est de dire, c'est pas juste un template, par exemple, c'est ça prend 5 minutes ou 10 minutes à remplir, mais je pense que ça fait gagner ça. Et ça, on peut le mesurer en temps, en argent, en risque quantifiable. Et ça, on n'y pense pas forcément. Et en politique, c'est ultra important. On en a beaucoup parlé du ROI, des KPIs, de toutes que le juridique devait un peu mesurer tout ça. Donc, n'hésitez pas à retourner sur les replays des précédents Club Sandwich. On a pas mal discuté de ça, donc totalement d'accord. Mais Nadège, on va pas se mentir, parfois, la seule façon avec laquelle les gens comprennent, c'est quand il y a un problème. Oui. Oui. Alors, tristement, on ne va pas se dire que c'est bien d'avoir un litige de temps en temps, mais oui. C'est vrai que il y a pas mieux quand il y a un père. Je dis un litige. Bon, ça, Oui, c'est un petit. un petit litige. Non, mais évidemment, c'est ça qui démontre aussi de manière hyper concrète que ce que vous dites, c'est pas une fiction. Oui, c'est assez indispensable. De temps en temps, de pouvoir surfer aussi sur les petites casseroles, les petites difficultés. Et justement, en difficulté, sans attendre forcément qu'il y ait un litige, est-ce que tu peux donner quelques exemples de difficultés que tu as rencontrées et que tu as pu, du coup, te sortir de ces situations, et comment, du coup? Alors, les difficultés, c'est principalement celles que tous les juristes en entreprise rencontrent, hein, enfin tous les directeurs ou responsables juridiques. Là, je vais rien apprendre
à toutes les personnes qui nous écoutent, hein, ça va être casser cette image du juriste qui est celui qui dit non, qui empêche de faire, qui n'est pas dans le business. Je dirais que le premier point, c'est déjà de faire comprendre quelque chose qu'on dit, je pense, assez rarement, c'est que le juriste, en fait, c'est plutôt une assurance. On le paye en espérant que le risque ne s'exprime pas, mais pas en calculant justement que ce risque-là va arriver. En fait, je dirais même que notre valeur, elle est d'autant plus visible quand on ne se voit pas. Et c'est bien justement quand ça veut dire qu'il n'y a pas de litige, que les choses roulent. Donc ça, c'est casser cette image-là. C'est aussi casser les a priori en donnant... en échangeant sur des trucs et astuces qu'on a pu rencontrer dans le cours de notre carrière, alors sans chercher forcément à faire peur, hein, mais de temps en temps, glisser un cas qui est tombé, une condamnation, un truc, pour montrer justement que ces choses-là existent, parler un peu de tous ces benchmarks. Et puis, les difficultés, on les contourne aussi, alors, ces difficultés-là standards, hein. Par exemple, en essayant de... Alors, c'est sans être fourbe, ou c'est un peu de la stratégie, c'est avant de s'attaquer à une grosse remise à plat, un gros template, par exemple, prenez un petit truc un peu facile, prenez par exemple un document déjà existant et faites exprès de le simplifier. Là où vous savez que c'est assez indolore et vous allez arriver avec quelque chose, les premières choses que vous allez amener, c'est regardez, on peut faire vraiment plus simple, plus court, plus rapide, plus agile. Et du coup, quand quelques temps plus tard, vous arrivez avec quelque chose d'un peu plus lourd à mettre en œuvre, on aura vu que vous êtes capable de faire simple. Donc, si vous arrivez avec plus lourd, ce n'est pas parce que vous êtes forcément un juriste qui adore le papier et les documents qui font 80 pages de long, parce que c'est ça que, évidemment, on dort à côté de notre code civil, parce que c'est un peu notre passion personnelle. Ça, c'est un bon a priori à casser. Ouais. Et ça fait partie des difficultés, ça a la peau dure, et ça, tous les juristes le savent. Donc, en étant friendly, simple, agile, le business partner dont on a besoin, mais en fait, en le faisant vraiment. Quitte à être un petit peu stratège au passage. Et c'est aussi choisir ses combats, j'ai l'impression. En tout cas, dans les premiers mois, savoir où placer ses pions et le faire intelligemment. Tu nous parlais des 100 jours, ça a l'air d'être quelque chose qui est assez stratégique, quoi, pour créer cette culture juridique, justement. Complètement. Enfin, ça rejoint aussi la question d'Audrey. Ces a priori-là, ils sont compliqués à contourner. Donc, évidemment, si par envie de bien faire, peut-être par stress, pour plein de raisons, on a ce risque-là régulièrement de s'engouffrer justement dans ce cliché et de se dire... Moi, j'ai envie de rendre la boîte hyper conforme, d'enlever du risque, d'éviter telle ou telle situation. Et forcément, on peut aller tout azimut sur plein de choses, parce qu'en plus, on a cette pression-là de délivrer assez rapidement. Et du coup, d'en faire plein en même temps, ça va donner l'impression que le juriste est arrivé et que du coup, il y a des kilos de nouveaux process, de nouveaux templates qui arrivent. Et c'est un peu l'angoisse. Du coup, oui, effectivement, le distiller, à bon escient, faire exprès de ronger son frein, d'où notre roadmap du début, et je m'y réfère. Elle a aussi son importance pour nous, juristes, c'est de se dire, ça, je sais que c'est important, mais tant pis, je me donne X mois de plus, parce que je vais aussi faire exprès de ne pas arriver avec 500 trucs. Et choisir ses combats, c'est aussi faire de la com interne et accompagner ce changement-là. Et plus vous l'accompagnez en étant mesuré, plus vous allez bien l'avenir et réussir à convaincre je dirais parfois même de la légitimité de votre existence, parce qu'on peut vous avoir embauché et puis après, on va se dire, oh là là, ça va ramener de la lourdeur, ça va ralentir les process. Voilà l'horrible discours qui peut être de temps en temps entendu sur les juristes en entreprise. Ouais, donc en fait, créer une culture juridique, pour toi, c'est aussi faire valoir le travail des juristes et petit à petit se mettre les opérationnels dans la poche, entre guillemets, en peut-être commençant par simplifier les choses avant de créer des nouveaux process. Et après, dans un second temps,
là, agir sur des points assez clés qui sont importants pour toi. Bien sûr, sauf à ce que, évidemment, il y a une énorme casserole. En plus, c'est d'autant plus facile si tout le monde l'a identifié. On n'est pas, je dis ça, c'est pas une règle absolue. Vous pouvez avoir au milieu quelque chose qui est un peu plus conséquent. Mais effectivement, moi, je prône vraiment cet accompagnement, on va dire, adapté aux besoins et à cette analyse que vous aurez des résistances que vous allez rencontrer. Du coup, en essayant de ne pas forcément suivre votre instinct sur tous les points. En tout cas, ce que vous auriez naturellement aimé faire si vous aviez été tout seul dans l'entreprise, qui évidemment n'existe pas. Et toi, du coup, qui es passé à la fois par des boîtes tech et des grands groupes, est-ce que justement tu penses que la culture juridique doit être la même dans chacune de ces entreprises? Alors, je vais donner une bonne réponse de Normand. Ça dépend. Oui et non. Je l'ai cherché en même temps. C'était obligatoire. Alors, je dirais, est-ce que c'est toujours la même? Non, parce qu'évidemment, une grande entreprise va être sur certains sujets exposée à un plus gros risque parce qu'elle est plus exposée, parce que les autorités vont plus penser à aller leur rendre visite à elles, parce que les concurrents ou les consommateurs, les utilisateurs vont peut-être plus la voir comme une vache à lait en se disant « Allez, on y va, on va se plaindre, on va récolter plein d'argent ». Donc, elles vont être exposées à un plus fort risque dans certains domaines. Mais en même temps, la plus grosse entreprise, elle a aussi les reins plus solides pour absorber pas mal de litiges. Donc, elle va être aussi parfois plus à même de prendre un plus fort niveau de risque. Et encore, je vous dis ça, là où je dis oui et non, c'est que moi, d'expérience, en start-up, on va aussi être beaucoup plus frondeur. On va prendre une part de risque plus importante aussi parce qu'on n'a pas forcément le choix, parce qu'on va aller vite, parce qu'on est face à un univers concurrentiel hyper différent. Moi, quand j'étais dans le grand groupe dans lequel je venais, duquel je viens, pardon, certaines de nos divisions, on était dans un marché saturé avec quasiment zéro concurrence. Les années fastes, on prenait 0,2 en part de marché additionnelle et c'était le champagne. Alors que en start-up, si vous arrivez dans une start-up où il n'y a personne, mais vous allez le but, c'est de manger la place, de bouffer tout le monde s'il y en a qui arrivent. Donc forcément, vous allez avoir une vision du risque hyper différente. Donc, ça dépend. Aux réponses ni oui ni non. Ce que je dirais surtout, c'est en fait, la question, ce n'est pas la culture en fonction de la taille de la boîte. Je dirais que c'est aussi beaucoup en fonction de sa maturité et puis de la vision de ses dirigeants. Et là, je reviens au point que je mentionnais tout à l'heure, c'est à la fois vous allez la créer, cette culture, mais là, vous allez la créer avec vos dirigeants, main dans la main avec eux et en essayant, vous allez vous placer un peu dans leur sillon et d'abord vous adapter à eux et puis petit à petit avec ces petits combats, ces petites victoires, ces petits échecs aussi, bouger les lignes avec eux. Mais le juriste qui arrive en se disant « Voilà, je vais amener de la conformité, ça, c'est les points qui sont hyper importants et on va les bouger », en fait, il risque de forcer les choses. Donc, c'est vraiment, ça va dépendre de cette culture des dirigeants et de leur vision et vous allez le faire avec eux, ce changement-là. Je me disais en t'écoutant, Nadège, que tout avocat qui passe en entreprise devrait écouter ce talk parce que c'est véritablement, et j'ai accueilli beaucoup d'avocats dans ma carrière, dans mes équipes, mais c'est vrai que je pense que tout ce dont tu parles, c'est vraiment le nerf de la guerre et la différence entre les deux fonctions. Et les deux fonctions sont totalement complémentaires, mais c'est vrai que tout ce que tu donnes comme conseil, ça va être un talk à garder et à proposer aux avocats qui rejoignent l'entreprise. Et est-ce que tu as encore quelques conseils à donner pour de dernière minute, là, pendant les quelques minutes qui nous restent, pour insuffler, transformer une culture juridique? Encore quelques words of wisdom, Nadège?
Alors, words of wisdom, alors ça, c'est la grosse pression. Je dirais que la difficulté, ça va être... voilà, si je dois donner un conseil, c'est identifier le socle qui, pour vous, va être vraiment les fondamentaux qu'il faut installer dans l'entreprise, des choses qui ne doivent pas bouger, a priori. Donc, alors évidemment, hein, ça va être tout ce qui va être la gouvernance d'entreprise. Vous n'allez pas transiger sur qui signe les contrats, quand vous faites des commandes, par exemple, vous faites des créations avec une agence, vous allez vous faire céder les droits. Alors ça paraît évident, mais on parlait d'ailleurs tout à l'heure des litiges et est-ce que c'est utile d'avoir un litige. J'ai des trucs assez marrants là-dessus. Je pense à c'était un photographe qui avait fait un flyer pour nous et qui nous avait gentiment mis ça. On avait mis des photos sur un flyer qu'on avait distribué partout dans les magasins. Et puis, on a un couple de petites personnes, un couple de retraités qui nous contactent en disant mais c'est très joli ce jardin que vous avez sur le flyer, mais en fait c'est notre jardin et puis on ne vous a pas donné les droits. Et en fait notre gentil photographe qui nous avait vendu les photos, en fait il avait escaladé un muret, puis il avait pris une photo par-dessus la barrière de ce très joli jardin en l'occurrence, et sans jamais demander l'autorisation de personne. Et pourquoi je mentionne ça, c'est parce qu'évidemment c'était à une époque où on s'était dit moi ça sert à rien, on ne va pas se faire céder les droits. Si, ça sert à quelque chose. On avait d'ailleurs dû faire un chèque à notre gentil couple de retraités qui avait dépassé la valeur de ce qu'on avait gagné sur l'opération. Donc voilà, vous avez des fondamentaux comme ça, ne transigez pas. C'est complètement idiot de passer à côté. Par contre, pour le reste, adaptez-vous à l'évolution de l'activité, de la vision que vos dirigeants ont de ce rôle du juriste. Et ce que je dirais en conseil peut-être principal, s'il y a vraiment un truc à retenir, c'est je vois beaucoup de juristes qui ont du mal à défaire ce qui a été construit. Et en fait, défaire, c'est pas perdre une bataille, c'est au contraire, en fait, je pense en gagner une à plus long terme. Faire et défaire, en fait, en tant que juriste, c'est assez clé pour que cette culture, en fait, elle fonctionne et qu'elle soit ancrée de manière durable dans la société. Sinon, vous n'êtes pas un business partner et vous oubliez que tout est mouvant autour de vous, les besoins de vos départements, les projets. Et forcément, on peut aussi changer un peu de business model, plus ou moins, au fur et à mesure. Et donc, si vous n'adaptez pas votre vision du droit et la manière dont elle est utilisée en interne, vous n'allez pas instaurer cette culture, puis vous allez un peu passer à côté de ce que c'est vraiment d'être un juriste qui a un rôle clé auprès de la direction. Donc voilà, accepter de revenir en arrière, de défaire. C'est comme ça que vous construisez de manière solide. Merci Nadège, c'était passionnant, ça donne envie de creuser. Beaux conseils. Ouais, il y a plein de bons conseils. D'ailleurs, on a des remarques Oui. qui vont dans ce sens-là. Il y a Julie qui nous dit ça. On vous encourage vraiment à poser vos questions pendant les chroniques de vos chroniqueurs. Comme ça, on y revient à la fin. On va poser plein de questions à Nadège. Et puis, je crois que maintenant, c'est l'heure des jingles. Absolument, absolument. J'étais tellement passionné par Nadège et là je gagne du temps parce qu'on est en direct. Oui, on buvait tes paroles, Nadège. Je n'étais pas du tout prêt pour votre jingle, mais ce n'est que voilà, je meuble. J'aurais pu être une speakerine à l'époque dans les années 70. Je peux meubler autant que je veux. C'est parti. Get the fever. Ah là, je me lâche là. C'est la fin là. Merci Pierre. Donc, à moi de vous parler. Donc, comme l'a dit Nadège, en fait, il faut faire comprendre aux autres pourquoi on est là. Il faut le faire au sein de l'entreprise, évidemment, et aussi, il faut le faire sur les réseaux. Alors, quand je parle de réseau, évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler de LinkedIn, un réseau professionnel. Du coup, donc, quelques chiffres. LinkedIn, ce sont 660 millions de membres, dont 19 millions en France, donc c'est quand même beaucoup. LinkedIn, c'est aussi 30 millions d'entreprises, et il faut savoir, c'est 2 nouveaux inscrits par seconde. Donc là, il y a à peu près 10, 20, etc. personnes qui sont inscrites depuis que j'ai commencé à parler. Donc, quelques conseils aujourd'hui pour, en fait, optimiser votre profil. En tant que recruteuse, je passe ma vie sur LinkedIn, donc je me dois de vous donner quelques conseils. Premier conseil, c'est d'avoir un profil LinkedIn. Ça paraît tout bête, mais en fait, il y a plein de gens en 2020 qui n'ont pas de profil LinkedIn. C'est inadmissible, je vous le dis. Donc, il faut en créer un. Voilà, ça y est, tu prends des positions. Voilà. Donc, finissez de regarder tranquillement le Legal Club Sandwich, mais
juste après créer votre profil LinkedIn si ce n'est pas fait. Voilà, il ne faut pas avoir peur aussi de se dire que son boss va se dire « Ouh là là, je suis à l'écoute du marché ». Non, parce que ça veut dire sinon qu'il y a 660 millions de membres qui sont à l'écoute du marché. Et à la limite, même c'est très simple d'être à l'écoute du marché, même quand tout va bien. C'est un autre sujet, on en reparlera plus tard. Ensuite, deuxième conseil sur la forme. Pour le coup, mettez un titre voilà, à votre profil, donc mettre un intitulé de votre poste actuel. Mettez une photo, voilà, donc sur le CV, c'est un autre sujet aussi, mais sur LinkedIn, il faut savoir que les profils qui ont une photo sont consultés 36 fois plus que les autres, donc allez-y. Une photo pro, hein, toujours, évitez toujours le papier peint de votre grande-tante et vos vacances avec la mer derrière, c'est très joli, mais évitez. Ensuite, une image de couverture, ça par contre, vous pouvez être un petit peu plus ouvert pour le coup. Si vous aimez faire des treks, je parle beaucoup de treks, mais vous mettez des montagnes, voilà, ça doit rester pro, mais on peut se lâcher un petit peu plus. C'est là qu'on met la tapisserie de la grand-mère, en fait. Si vraiment vous le voulez, Nadège, oui, d'accord, mets-le là. Je vais aller direct sur ton profil, Nadège. Hein, pour les postes que tu as mis, hein. Vous êtes déçus, c'est un petit peu sobre, mais j'y penserai. Si vous êtes à l'écoute du marché, et ben là, pour le coup, mais ouvert et vraiment disponible tout de suite, mettez un open to work parce que là, on peut le mettre maintenant depuis quelques temps, donc n'hésitez pas à le mettre. Ensuite, sur le contenu, c'est pas vraiment un CV en fait, c'est vraiment un summary du coup de votre carrière du coup. Donc soyez concis et lisible, mettez des bullet points pour le coup avec des mots clés. Il faut savoir qu'en fait, LinkedIn, c'est un algorithme que nous, quand on cherche des candidats, et ben on met en fait des mots clés. Alors il y a évidemment des personnes derrière, c'est vous, mais avant de tomber sur vous, et ben on fait du coup appel à ces algorithmes, ces recherches. Donc, mettez pas seulement juriste, mais aussi legal counsel. Mettez pas seulement directeur juridique, mais aussi general counsel. Voilà, mettez bien aussi en lien vos sociétés avec vos écoles, universités. Vous pouvez faire des recherches via ces sociétés. Et en dessous de votre profil, là, par contre, on a un petit encadré qui s'appelle info. Là, pour le coup, vous avez droit de rédiger quelques phrases, pour le coup, avec un petit peu de motivation. Donc, c'est le moment de vous lâcher à ce moment-là. Si vraiment vous voulez parler de votre grande-tante ou du papier peint ou je ne sais encore que c'est important pour vous, c'est là. Ensuite, les références. Du coup, sollicitez des références auprès de vos anciens managers. Mettez aussi vos compétences, mais soyez cohérents. Si vous êtes juriste en droit des sociétés, ne demandez pas forcément de référence en droit social. Voilà, à part si vous en avez fait, évidemment, mais si vous n'avez pas fait, ça n'a pas de sens. Donc, soyez toujours cohérents. Demandez voilà, vos contacts, vos managers, vos anciens du coup, collaborateurs, parce qu'il faut avoir un réseau qualifié, c'est hyper important. Encore une fois, il n'est pas interdit d'accepter votre voisin ou votre grande-tante. Je n'interdis pas. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait toute votre famille non plus, à part s'ils sont tous juristes. Il faut que ce soit un réseau qualifié. N'oubliez pas ça. Contactez aussi les gens que vous avez rencontrés lors de conférences ou des sociétés qui vous intéressent. Voilà, et partagez voilà, des articles, des infos. Faut faire vivre en fait son réseau LinkedIn. Et attention, LinkedIn n'est pas Facebook. Ça, je vous remercie de ne pas publier les photos de votre dernière soirée ou du repas de famille avec votre grand-mère. Tu l'as vu, pour en revenir. Pardon ? Tu l'as vu ça? Des choses, oui, très personnelles, oui, tout à fait. Mais voilà, donc non, voilà, LinkedIn n'est pas Facebook. Donc, certes, c'est une vitrine pour votre profil, c'est aussi un merveilleux réseau pour garder le contact, pour créer de nouveaux contacts, rencontrer des gens formidables dans vos secteurs et aussi les secteurs qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à ajouter d'autres juristes aussi à qui vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes problématiques et contactez-les. Bien entendu, c'est aussi un moyen de vous faire connaître. Et je vais encore citer, ça fait 2 fois, mais je pense que ça me plaît, Harvey Specter, pour faire un petit clin d'œil à Suits, voilà, qui dit, voilà, dans une des épisodes, je ne sais plus lequel, n'importe qui peut faire mon travail, mais personne ne peut être moi. Donc c'est vrai. Voilà. Donc sur LinkedIn aussi, montrez aussi que vous n'êtes pas n'importe quel juriste dans des sociétés, n'importe quel directeur juridique. Ça passe aussi par votre profil LinkedIn. Donc montrez-le et faites vivre votre réseau. À toi, Pierre. Mais personne ne peut être Audrey non plus. Merci. Allez, on y va, c'est parti. La dernière fois, c'est jingle pour la saison 1. Here we go. do. Je n'avais jamais remarqué à quel point elle s'énerve au fur et à mesure qu'elle dit Disco 103. Encore, on a coupé le jingle. Je me demande si on continue la chanson, si elle hurle à la fin. Je ne sais pas. Mais réponse plus tard. Alors, eh bien, écoutez, de la même manière que Nadège nous expliquait à quel point il faut voilà, se présenter, se faire connaître, se faire accepter auprès des dirigeants, eh bien, moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'importance de déclarer votre style de leadership, votre leadership style, lorsque vous commencez à travailler avec une nouvelle équipe. Imaginons que vous arrivez et vous prenez la direction d'une nouvelle équipe ou que de nouveaux membres rejoignent votre équipe. Eh bien, il faut savoir qu'un leader, c'est comme un chef d'orchestre. Et son rôle, c'est
c'est un rôle très important parce qu'il n'y a aucune musique qui sort du bâton. Mais par contre, sans le bâton, l'orchestre ne joue pas. Donc, le rôle du chef d'orchestre, eh bien, c'est de s'assurer que, here we go avec mon allégorie, que les pianos de la compliance ne jouent pas plus fort que les trompettes de la propriété intellectuelle ou le triangle du droit des sociétés. Pour une merveilleuse symphonie juridique, on a besoin d'un chef d'orchestre qui soit clair sur la symphonie qu'il souhaite jouer et comment on va la jouer. Et pour ce faire, eh bien, ce qu'on sait des grands leaders, c'est qu'ils prennent le temps de communiquer leur style de leadership dès le début lorsqu'ils ont une nouvelle équipe. Alors, grâce à ça, eh bien, les équipes, au lieu de passer des semaines, voire des mois à essayer de comprendre ce qui est important pour le leader dont ils font, enfin, qui est dans l'équipe pour laquelle ils travaillent, eh bien, on va tout de suite leur donner un petit peu les règles du jeu. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut tout simplement faire une liste qui comprend en gros 5 questions. Les choses que je vais faire pour vous, les choses que je ne vais pas faire pour vous, les choses à faire avec moi, les choses à ne pas faire avec moi, et cinquièmement, comment communiquer avec moi. Et en anglais, ça donne de I will, I won't, do's, don'ts, how to communicate with me, parce que souvent, d'ailleurs, ce genre de choses, ça fonctionne mieux en anglais. Et après, le leader, une fois qu'il a expliqué tout ça, eh bien, on va aussi donner les conséquences de son style. Voilà, moi, par exemple, je sais que j'ai tendance, et j'ai beaucoup lutté, d'être un control freak. Donc, je le dis, je suis un control freak. Donc, les choses à faire avec moi, c'est de me rassurer. Voilà, lorsque je demande quelque chose, je viens recevoir un mail, OK, c'est bon, un point, un thumb up, je m'en occupe. Et donc, il faut être très honnête lorsqu'on fait cet exercice de rédiger ces je ferai, je ne ferai pas, les choses à faire et à ne pas faire, parce que l'erreur que certains leaders font, c'est d'écrire sur ce document le leader qu'ils aspirent à être et donc de reproduire des comportements qu'ils ont lus dans des bouquins, on en a parlé pas mal dans Club Sandwich, plutôt que de dire et d'écrire honnêtement qui ils sont vraiment. Donc, je n'ai pas une grande gloire à dire je suis un control freak, mais je le suis. Donc, on va simplement l'expliquer et expliquer comment gérer la chose au mieux et comment moi je me soigne. Plutôt que d'aller éventuellement dire des choses qui ne seraient pas exactes. Je vous rassure, ça va quand même beaucoup mieux après avoir l'idée des équipes pendant 25 ans. Je me soigne et ça va énormément mieux. Mais par exemple, dans les I will, ça pourrait être, eh bien voilà, je serai plein d'énergie à 8 heures du matin et donc vous allez peut-être recevoir des mails de ma part, mais je ne m'attends pas à ce que vous y répondiez immédiatement. Ou je vais parler très très vite parce que je parle super vite, mais n'hésitez pas à m'arrêter pour me dire que je parle trop vite. Ou alors, dans les choses à ne pas faire, je ne tolérerai pas les comportements agressifs dans l'équipe ou je ne supporterai pas aucun type de discrimination, quel qu'il soit, basé sur quelques critères que ce soit. Ou bien encore, je ne vérifierai pas où vous êtes pendant la journée, si vous êtes en train de prendre un lunch de 3 heures, mais par contre, ne manquez jamais une deadline du business parce que je ne supporte pas qu'on vienne me voir en me disant qu'un membre de mon équipe ne fait pas son travail. Et donc, en donnant comme ça les règles du jeu dès le départ à ces équipes, plutôt qu'ils essaient de comprendre pendant des semaines et des mois à qui ils ont affaire, eh bien, on gagne un temps fou. Et la façon de communiquer est importante aussi. Par exemple, on va pouvoir peut-être écrire « Je veux être copié sur tous les mails sur lesquels vous travaillez et le CEO est copié ». Pourquoi? Parce qu'en tant que directeur juridique, je suis évidemment, lorsqu'une couche au comité de direction, bien sûr, et je reporte évidemment au CEO en tant que directeur juridique. Et donc, le CEO, s'il me parle d'un sujet dont je n'ai jamais entendu parler parce que quelqu'un dans mon équipe le gère mais a oublié de me le dire, forcément, j'ai l'air d'un imbécile fini devant le CEO, ce qui n'est pas idéal. Donc, voilà, on s'assure voilà, de préciser les cas et les situations sur lesquelles on veut être copié. Donc, voilà, donc on prend le temps de communiquer son style de leadership, de communiquer les conséquences de ce style, de communiquer les pluses et minuses, les plus et les moins de ce style. Et surtout, on permet à l'équipe de poser des questions de clarification lorsqu'on présente ce style afin que chaque membre de l'équipe soit super clair sur ce qui est attendu. Et lorsqu'on a le temps, je recommande, parce que ce n'est pas l'Empire et ce n'est pas une dictature, de faire l'exercice dans l'autre sens, c'est-à-dire que lorsque vous avez connu votre style de leadership, il est bon avec ces équipes de faire l'exercice inverse et de demander aux membres de son équipe quel est leur working style, donc à l'inverse, et comment ils aiment travailler, est-ce qu'on peut les déranger avant 10 heures du matin, etc., etc. Et de cette manière, eh bien, beaucoup d'incompréhensions sont levées en amont plutôt que d'attendre le drame qui pourrait éventuellement avoir lieu par des erreurs de communication. Voilà, donc écrivez votre leadership style pendant les vacances. Merci Pierre, merci Audrey pour ces chroniques
On va passer aux questions. On n'a pas trop de questions aujourd'hui, donc si vous en avez, n'hésitez pas, c'est le moment. Il y a un point intéressant qu'on a abordé tout à l'heure, Nadège, sur le ROI, qui pourrait être un outil, notamment pour créer une culture juridique, parce que peut-être montrer qu'on est aligné avec la vision business et qu'on comprend voilà, les enjeux business. Est-ce que toi, tu peux nous donner un peu ton avis là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que dans quel cas, par exemple, tu l'as utilisé et comment tu calcules ça, par exemple? Oui, bien sûr, non, c'est effectivement un grand sujet, aussi parce que je pense qu'on a tous eu la question de: «Mais, en fait, c'est quoi notre risque?» Alors ça, c'est le grand standard. C'est quoi le risque? En fait, ça sert à rien, ce qu'on met en place. Je dirais que quand on parle de ROI, finalement, on peut le benchmarker soit sur, la jurisprudence, soit en interne. On peut prendre des cas en disant: «Bah, ce que je propose de mettre en place, par exemple, un process ou un template, ça permet d'éviter tel risque et bah, il y a des enfin, le code civil ou le code de commerce dit que c'est ça la sanction. Alors ça parle à personne. Ça peut être utile de le mentionner, mais je trouve pas ça extrêmement pertinent parce que ça garde ce côté un peu, oh, ouais, c'est un risque théorique. Dire, il y a eu récemment une condamnation à tel montant, c'est un peu plus parlant. Mais dans un monde idéal, justement, et ça je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais quand on fait un peu cet audit, à la fois en arrivant et puis ensuite en continu, en arrivant dans l'entreprise, c'est bien aussi de savoir ce qu'on a eu comme casserole, petite et grosse. Et en fait, il n'y a rien de plus parlant que de dire: «Ah bah, il y a 3 ans, dans tel cas, il s'est passé ça, ça vous a coûté tant». Moi, ce que je propose de faire, ça permet précisément d'adresser ce risque-là et de faire en sorte qu'il ne se reproduise pas. Alors, quand c'est du vécu, forcément, ça parle beaucoup plus. Alors je l'ai f je j'ai plein d'exemples, ça va être, par exemple, des templates, d'utiliser un doctype, dire, quand vous me faites tel type de demande, voilà, ou non, je vais prendre un cas plus simple. Hem, heu, on a, certains points clés, dans les contrats. Alors je reprends mon exemple de tout à l'heure, une clause de sortie. On a eu, 2 cas cette année où on n'a pas pu sortir. On est allé jusqu'à la fin de l'année ou pour 2 ans de plus. Ça nous a coûté tant. Donc moi, je vous laisse complètement libre, de, mettre un peu, ce que vous voulez, dans, tel type de contrat. Mais voilà, je vous propose d'avoir un peu des guidelines et même quand c'est, fait par les opérationnels, je vous ai fait un cheat sheet de les points clés à avoir dans tel type de contrat. Faites ce que vous voulez, mais à partir de là, c'est le socle des fondamentaux. On revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur le socle des fondamentaux. Parce que pourquoi c'est intéressant d'embêter les gens à se dire: ne prenez pas juste le template en face, faites en sorte qu'il y ait ces 5 points-là. C'est parce que bah, on a eu le cas l'année dernière et ça nous a coûté X centaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est le ROI le plus parlant. Et puis, bah, ça va être vrai aussi sur enfin, ces contrats, templates. Donc, ça se mesure hyper bien sur des pertes vécues. C'est ça que mon retour d'expérience principal. Ouais, c'est de s'appuyer en fait sur tout ce qui touche au porte-monnaie. Ah bah Ouais. oui. Ça aide à convaincre Ça parle, oui. Ah oui. et ça parle à tout le monde. Ok, Ah oui, et quand donc on un vrai appuie sur outil. les traumas. On appuie sur les bons vieux traumas de l'entreprise. Exactement. Bon, merci en tout cas Nadège, c'était un plaisir de finir cette saison 1 avec toi. J'espère que ça t'a plu aussi. Bah, merci. Oh oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis honorée et je suis ravie d'avoir participé à l'aventure. Merci Bon, bah, Nadège. génial. Et on a plein de thèmes qui ont été abordés aujourd'hui, qui sont dans les replays de cette saison 1. Donc, allez regarder. Voilà, on a parlé de ROI, on a parlé de culture juridique, on a parlé de communication avec les opérationnels, de comment s'aligner avec la stratégie de l'entreprise, etc. Donc, il y a plein de choses. Et puis, maintenant, c'est l'heure de l'annonce. Alors, Parce qu'il y a attention, un petit attends. suspense. Attends. Bon, est-ce qu'on est bien réglé ou est-ce que c'est pas un... Ah, roulement de tambour. Voilà, vous voyez comme on était bien préparé. Je vais finir On à a, le son. Je pense que c'est clair. on a préparé ça tous les jours pendant 3 semaines. Et donc,
Legal Club Sandwich, c'était génial. On a fait 14 épisodes sur cette première saison. On s'est éclaté. On a eu vraiment l'impression de vous faire découvrir pas mal de choses et ça dans un esprit un peu voilà, léger, rafraîchissant. Donc, on a décidé de poursuivre ça sur une saison 2. Voilà. J'espère que vous êtes tous heureux chez vous. Oui, les gens sont hystériques derrière leurs écrans. Ils tapent les mains, ils lancent des cotillons, des serpentins. Voilà. Exactement. Et donc, on va démarrer ça à partir de janvier. On se pose encore pas mal de questions sur le format. C'est pour ça qu'on a fait un petit questionnaire qui prend vraiment 5 minutes à répondre. Et je viens de vous l'envoyer et de le partager. Dans le lien. Et voilà, merci pour votre fidélité au cours de ces 14 épisodes. Et donc, on vous retrouve l'année prochaine en pleine forme, reposé pour attaquer cette année 2021. Encore merci Nadège, merci à tous parce qu'on a passé beaucoup de plaisir durant ces 14 épisodes. Je partage ce que tu as dit Thibaut et vraiment hâte de vous retrouver en 2021 et de retrouver la super équipe avec Thibaut et Pierre et encore de nouveaux invités. Absolument, c'était vraiment voilà, une aventure extraordinaire, une idée de Thibaut, on tient quand même à le préciser, à laquelle Audrey et moi avons immédiatement adhéré. Et voilà, et j'ai décidé, parce que c'est moi qui contrôle le son, que pour la dernière fois, ce n'est pas le générique de Suits, mais après tout, on doit tous quand même vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Et je me suis dit qu'il n'y a qu'une personne qui pouvait, et même d'ailleurs pas une, 3, nous accompagner pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année à tous. C'est évidemment Ariana Grande, Jennifer Hudson et Maria Carey qui chantent au Santa. Donc, joyeuses fêtes à tous, c'est parti. À 2021! À bientôt, merci à tous. Ciao!